FDO Construction Méditerranée vous présente les aléas du direct. Avec FDO, ensemble, bâtissons l'avenir. Salut à tous, bienvenue dans les aléas du direct du lundi. Donc Jean, oui. Le lundi, c'est du sport. Mais pas que. Mais aussi. Mais aussi, oui, pas sport. Et des sports dont on ne parle pas souvent en plus. Hein. Exactement. Et ce soir, on va parler de beaucoup de choses. On va parler de hockey sur glace et de la descente des Vipers de deuxième division en troisième. Ça jette un froid, ça. Ça jette un froid, c'est normal. Ouais. On va parler, vous vous souvenez de Christophe Augier qu'on avait reçu, qui préparait l'ascension de la Concagua. La Concagua, oui. Hein, eh bien, il l'a gravi, il est revenu, il sera avec nous pour en discuter. Mais d'abord, on va commencer cette émission avec Aziz et Soraya qui nous ont amené, tenez-vous bien, des moines Shaolin. Bonsoir. 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 Aziz, vous êtes un des membres du Centre des arts martiaux de l'avenue de Toulouse à Montpellier et vous avez organisé la venue, de moines Shaolin à Montpellier pour plusieurs événements différents. Alors moi j'ai noté vendredi 14 mars le Festival des arts martiaux à Palavas, le dimanche 16 un stage régional de Kung Fu avec les moines Shaolin et puis le lundi 17 un stage de Qigong et de Tai Chi Quan. À tes souhaits. C'est ça. Non, c'est bien. J'ai rien oublié ? Non, c'est ça. Alors, comment on organise la venue des moines Shaolin ? Bon, alors, c'est assez difficile, et puis ça fait à peu près une vingtaine d'années qu'on fait ça. En fait, il faut aller déjà en Chine, voir le temple de Shaolin, demander l'autorisation pour qu'il y ait des maîtres qui viennent en France, et ensuite s'occuper de tous les papiers administratifs, visa, et ensuite pouvoir les faire venir. Et pourquoi c'est né là ? Pourquoi le Kung Fu est né sur cette montagne ? C'est une grande histoire sur la montagne Song. Ouais. En fait, en 525 après Jésus-Christ, il y a un moine hindou qui aurait traversé des montagnes infranchissables et qui serait allé au temple Shaolin. Il aurait médité pendant 9 années à côté du temple Shaolin. Sur un mur, devant un mur. C'est ça, dans une grotte. Ouais. Et après ces 9 années de méditation, il a atteint l'illumination et il a donc créé des notions d'arts martiaux qui permettaient d'équilibrer le corps et l'esprit. Et donc c'est à partir de là que le moine hindou Bodhidharma, ou Tamo en chinois, il est allé au temple de Shaolin et il a initié les moines qui pratiquaient que la méditation et les prières. Et il leur a initié au Kung Fu. Alors parmi nous, il y a un des moines qui sont venus et qui ont fait le déplacement en France, c'est Xu Rengtao, c'est ça ? Bonsoir. Bonsoir. Qu'est-ce que c'est le Kung Fu finalement ? C'est un sport pour attaquer quelqu'un ou c'est un sport pour se défendre ou ce n'est que de la méditation ? 他说什么意思功夫？功夫是可以强身健体啊，再一个可以自我保护，可以增加自信啊，让一个人可以胆大起来。Il dit, le maître dit que le Kung Fu c'est avant tout un art de santé, un travail d'équilibre et c'est aussi un art pour se défendre. Et pourtant, quand il se déplace en tournée, parce que c'est une démonstration et un spectacle, on voit beaucoup de choses extraordinaires. Pourquoi ont-ils besoin de montrer des choses extraordinaires ?我们过来就是教学，还有一些少林功夫，像达摩藏、九节鞭、大刀，过来表演。Il dit que dans leurs démonstrations, les maîtres pratiquent beaucoup de choses spectaculaires. Ils travaillent les armes, des armes comme des chaînes à 9 sections, des armes longues, des armes courtes, et c'est ça qui est très spectaculaire. Et donc, mais ça sert à quoi le côté spectaculaire, alors que vous nous l'avez dit tout à l'heure, c'est d'abord quelque chose qui est fait pour se retrouver. Oui, pourquoi cette démonstration de force finalement ? Parce que c'est une maîtrise de leur corps. Ils montrent leur maîtrise, et comme ils maîtrisent leur corps dans l'espace, avec des bons appuis, c'est pour ça que c'est spectaculaire. L'énergie, il y a aussi maîtriser l'énergie, c'est pas ça. Quand on voit où ils cassent les... Et puis les maîtres s'entraînent 12 heures par jour. Vous imaginez, quelqu'un s'entraîne 12 heures par jour aux arts martiaux, tous les jours, pendant une vingtaine d'années,
C'est comparé à la potion d'Obélix qui serait tombée dans le chaudron. C'est exactement la même chose. Des briques alors. Hein. Oui. Alors Soraya, il y a une question que Jean mourait d'envie de vous poser, c'est savoir ce qui allait se passer pendant ces 3 jours où il y a des opérations, donc le 14 mars, le 16 et le 17. Alors tout d'abord... Qu'est-ce qui va se passer ? Plein de choses, plein de belles choses. Alors tout d'abord, le vendredi 14 mars, à partir de 20h, à la Salle Bleue de Palavas-les-Flots, le grand festival, le 7e festival des arts martiaux de Montpellier. Donc, où il y aura une démonstration plus d'une dizaine de disciplines martiales. Donc le kung-fu avec à l'honneur les maîtres de Shaolin, mais aussi du ninjitsu, du jujitsu, de l'aïkido, de la boxe chinoise. Voilà, plein de disciplines martiales. Donc c'est un festival qui est vraiment grand public, tout public, un festival familial pour les amateurs d'arts martiaux, mais pour aussi tous ceux qui souhaitent découvrir ces univers et ces disciplines. Et le 16 et le 17, en revanche, on n'est plus sur des stages qui s'adressent à des gens qui sont déjà pratiquants. À des pratiquants qui veulent perfectionner leurs acquis ou qui veulent découvrir le savoir typique et traditionnel de Shaolin. Donc là, on est vraiment sur des stages, sur une transmission de savoir, de compétences à la source, puisqu'il faut savoir que c'est un grand privilège de pouvoir s'entraîner avec les maîtres de Shaolin, les véritables, hein, donc ceux qui consacrent leur vie à cet art. Donc c'est vraiment un très haut degré de technicité dans la pratique des arts martiaux. Il y a des femmes ? C'est ouvert à tout public, oui. On a beaucoup de femmes pratiquantes. Il n'y a pas de, chez eux, il n'y a pas de femmes. Non, il n'y a pas de femmes. Pourquoi Shaolin 是有没有女的？也有这个出家弟子，但是不可以出家，不可以受戒。对，il a dit oui, il y a des femmes, mais elles ne peuvent pas rester au temple. Voilà, elles peuvent s'entraîner. Il y a un temple de nonnes qui est derrière le temple Shaolin. Il y a un temple de nonnes, mais sinon les nonnes, les femmes peuvent entrer dans le temple Shaolin, apprendre le kung-fu, mais ils ne peuvent pas rester au temple. En revanche, elles sont toutes acceptées au Centre des arts martiaux de Montpellier. Une question, Aziz. Est-ce que vous vous expliquez pourquoi les moines Shaolin ont autant de succès en Europe? Qu'est-ce qu'en pense Shorin Tao? Pourquoi ils ont autant de succès? Parce qu'il y a du karaté, il y a plein d'autres sports. Qu'est-ce qui, selon lui, fait qu'en Europe, tout d'un coup, on trouve que ce sont des sportifs extraordinaires, alors que ce qu'ils véhiculent, finalement, ce n'est pas la performance. Tout à fait. Taweni, Weishama, Shaolin Kung Fu, Shaolin Reshan, Renyomind, Weikoja, Fago, Togo, Rentojen, Shihwenimen, Weishama. 因为这个少林寺的历史，还有这个达摩，一般的这个全世界的人都知道，少林功夫也很厉害。Il dit qu'avant tout, l'histoire de Shaolin a 1500 ans d'histoire. Il dit que c'est pour ça que le Kung Fu de Shaolin est très connu. 对，这个少林寺在这个全世界都有，少林功夫每一个国家都有，因为很多人都喜欢少林寺啊，少林寺有佛有功夫，所以呢大家都很喜欢。 Il dit que dans les pays étrangers, il y a la pratique des arts martiaux. Il commence à pratiquer le kung-fu dans pratiquement chaque pays. Et il dit ce qui est important pour eux et ce qui fait la différence, c'est le travail de la religion bouddhiste et de la pratique du kung-fu. Parce que ça va ensemble. Voilà, c'est le cœur, le corps et l'esprit. Et pour attendre le chi, comme ils disent, le chi, c'est le... comment il fait? C'est quoi le chi? Je connais pas un chi. 因为少林拳讲究的就是要有刚柔并进，要有力，可以在很小的地方发出很大的力气。Il dit les maîtres qui s'entraînent tout le temps, il dit que même dans un petit endroit, ils arriveraient à travailler leur énergie. Il n'y a pas besoin de beaucoup d'espace pour s'entraîner. Merci beaucoup d'être venu. Malheureusement, le
temps qu'on avait touche à sa fin. En tout cas, ce que je vous invite, c'est donc le 14 mars de vous rendre à la salle à Palavas-les-Flots pour le 7e festival des arts martiaux. Et puis, si vous êtes pratiquant, il suffit de prendre contact avec le Centre des arts martiaux avenue Toulouse pour s'inscrire, je pense, aux journées de formation du 16 et du 17 mars. Merci beaucoup d'être venu. Et puis, bonne représentation à la fin de la semaine. Merci à vous, puis à vendredi 14, à tous les auditeurs, les spectateurs. Merci. Ça va, Jean? Vous n'avez pas trop mal au dos? Mes patients vont bien. Et d'ailleurs, si mes patients peuvent faire ce que je fais, ils peuvent tout faire. C'est ce qu'a dit un certain Vous êtes beaucoup plus bavard maintenant qu'ils sont partis, les moines Shaolin, que tout à l'heure. Vous la rameniez pas trop, quand même. J'avais la trouille. C'est dommage, peut-être que Loulou aurait été bien là avec nous. Non. Elle nous a quittés. Elle aime que le sport de haut niveau. Que le sport de haut niveau. Hein, et là, pourtant, on va aller haut. Hein. Là, on va aller haut parce qu'on va aborder deux autres sports dans la fin de ces aléas du direct. C'est l'alpinisme avec le retour de Christophe Augier après son ascension de la Concagua. Kagwa. Je l'avais répété 3 fois avant de rentrer sur le plateau, vous voyez. Il a encore fallu que je le rate. De la cordillériste. C'est de la cordillériste, là, c'est plus de l'alpinisme. Hein, exactement. Et puis, le retour de 2 personnes que nous, on connaît bien, parce qu'on les a fréquentées longtemps, c'est Marc Franaguera et Pascal Reiser. Ils ont le hockey. Vous étiez, Marc, le président de la SAOS des Vipers du club de hockey de Montpellier. Après avoir été le président de l'association, oui. Et Pascal, vous avez été entraîneur de ce club, manager, directeur sportif. C'est ça. Vous avez un peu tout fait oui. Pour essayer que ce club fonctionne. Quand on est là depuis le début, on est obligé de passer par toutes les étapes. On est un peu malade, quoi. Mais avant de revenir terre à terre sur la glace, on va essayer de l'escalader un peu. Christophe, on s'est quitté un peu avant la fin de l'année dernière. Vous étiez sur le départ. Tout se mettait en place. Vous deviez aller escalader donc la Concagua. Ce coup-ci, c'est bon. 6962 mètres. Qui est un sommet qui commence à pas faire rigoler parce qu'on est à plus de 6000. 6900. Et c'était pour la bonne cause. C'était pour la bonne cause, oui, parce que je voulais qu'on parle essentiellement des maladies respiratoires à travers ce projet. Donc on est parti pour 5 semaines. On n'a pas besoin de 5 semaines normalement pour réussir un sommet de 7000. Mais on voulait en tout cas revenir avec le sommet. Donc on était parti avec Pascal au Chili, en Bolivie, s'acclimater. Donc on a fait progressivement un sommet de 4000, 5000 et 6000 pour s'acclimater. Quand on est arrivé au camp de base de la Concagua, on était vraiment physiologiquement prêt pour l'ascension. Donc on avait quand même assez de chances de réussir le sommet, oui. Alors la grosse particularité de ce que vous avez engagé, c'est qu'en fait, vous étiez équipé de tout un système de capteurs qui permettait en gros aux petits terriens que nous sommes de suivre vos constantes physiologiques pendant toute la durée de l'ascension. Voilà, donc en fait les capteurs avaient plusieurs rôles. Hein. On pouvait nous-mêmes donc voir un petit peu notre état de santé au quotidien et tester des nouvelles technologies donc au service de la santé. Donc on voulait montrer que si ces capteurs étaient capables de supporter des conditions climatiques extrêmes, on pouvait tester ces capteurs pour le commandement mortel, donc surtout pour les patients atteints de maladies graves. C'est quoi BPCO? C'est quoi la BPCO? Alors c'est aussi compliqué à dire que la Concagua, c'est la bronchopneumopathie chronique obstructive. Voilà, en fait, c'est une maladie grave respiratoire, mais qui s'installe progressivement, dont le facteur risque majeur, c'est le tabac. Encore lui. Donc, mais c'est vrai que c'est moins difficile à quantifier qu'un cancer ou qu'un infarctus, puisque vous serez essoufflé un petit peu plus au fil des mois, hein, au fil des années, et puis vous serez encombré un peu plus aussi. C'est pour ça que vous allez là-haut. Voilà. Parce que là-haut, il n'y a pas d'air, quoi. Il n'y a presque plus d'air. Si, en fait, les gens se trompent un petit peu, c'est qu'il y a autant d'oxygène, en termes de molécules, il y a autant d'oxygène au sommet de l'Everest ou de la Concagua qu'ici, sur le plateau. Sauf que la pression au-dessus de votre tête est beaucoup plus faible, donc la capacité au corps à assimiler ces molécules est très compliquée. Donc il faut s'acclimater, il faut s'y préparer. Et puis après, il y a d'autres facteurs compliqués qui compliquent la chose. C'est l'isolement, c'est le froid. Et puis c'est là où on passe. Hein. C'est pas saturation en oxygène, j'ai noté. Donc c'est ça qui pour vos patients, c'est ça. Hein. Voilà. Là-haut, vous êtes saturé. Voilà. Hein, en fait, on a fait différentes mesures. On a mesuré la fréquence cardiaque. On a fait un électrocardio simple avec un smartphone de nouvelle génération. Et on a mesuré donc la saturation en oxygène du sang artériel pendant l'ascension.
Et donc, j'ai pu montrer donc, à mes patients et à tous les patients en particulier que la saturation au sommet de la Concagua était à 59%, alors que la saturation de tout le monde ici doit être à peu près à 98%. Donc, ça montre... Et un patient, on le met sous oxygène à 90%. Donc j'étais à 30 points en dessous de la saturation d'un patient insuffisant respiratoire. Et pourtant, j'ai fait le sommet. Donc on montre aussi que le corps humain s'adapte à des conditions extrêmement compliquées. Finalement, Christophe, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce que vous vouliez démontrer, c'est que malgré la maladie, tout est possible si on en a la volonté? Alors, évidemment... Parce que vous avez quand même fait l'ascension d'un sommet de presque 7000 mètres d'altitude. C'est pas la même chose d'être en très bonne santé, de se faire, entre guillemets, plaisir pendant un mois. Hein. On sait que ça va durer un certain temps. On a la capacité quand même mentale et physique de le faire. Mais les patients ont quand même besoin d'avoir des repères. Et c'est vrai que leur montrer que si nous, on est capable d'aller si loin, on ne leur demande pas d'aller si loin. Hein. Ils n'ont pas 59% de saturation. Mais à leur niveau, l'effort dans cette maladie-là est très important dans la récupération pour leur santé, pour l'avenir. Donc c'est très important de leur montrer qu'il faut faire des efforts. Donc j'étais là un petit peu le porte-parole, le porte-drapeau des patients. Donc je me suis beaucoup investi dans ce projet. Je voulais leur montrer que c'était possible. C'est un exploit quand même, quelque part. C'est un exploit. Surtout juste la fin. Quoi qu'il arrive, ça reste. Le dernier jour pour arriver, c'est une belle histoire. Vous êtes à combien de mètres? En fait, le dernier camp, on est à 6000 mètres, donc on ne dort pas, on se repose quelques heures. Il manque 1000 mètres. On a décidé de partir à 4 heures du matin pour être le plus tôt possible au sommet, sauf qu'on n'avance pas vite, puisqu'on a mis 9 heures pour faire 1000 mètres. Et pour vous donner une idée, en fait, mettons, si on part de Chamonix à 1000 mètres, pour faire 1400 mètres ou 1400 mètres, on peut mettre une heure et demie. Ouais. Et vous avez moins 34 quand même. Ouais, donc dans l'attente, il faisait moins 20 facile et il faisait moins 34 dehors. Et on est arrivé au sommet, par contre, à 13h de l'après-midi, heure locale. Et là, c'est vrai qu'on a eu un spectacle fantastique parce qu'on était tous les trois au sommet. Il y avait très peu de vent, il faisait froid, mais il y avait très peu de vent et pas un nuage. Et là, donc on avait un spectacle de... Qu'est-ce qu'on dit? Qu'est-ce qu'on pense là? Je ne sais pas ce qu'on pense. Ça fait bizarre d'être là, en fait. Hein. Ça fait un peu bizarre d'être là. Pardon? Merde, je suis là. Ouais. On a du mal à... On a mis du temps à y aller, mais on a du mal aussi à réaliser en même temps. C'est assez compliqué, c'est un état un peu second. Mais bon, on pense à plein de gens, on pense à plein de choses. Mais bon, ça ne dure pas très longtemps, le plaisir. Hein. D'accord. Parce qu'après, il faut redescendre. Ouais, ça caille. Ouais. Pascal, vous êtes vous aussi un spécialiste de la glace, mais sur les patins? Oui, sur les patins, puis moins haut surtout. Ça, vous n'avez jamais fait? Ah non. On peut avoir l'accent canadien, jouer au hockey sur glace, et pas avoir gravi une montagne. Oui, sauf qu'au-delà de l'accent canadien, j'ai l'accent suisse avant tout. Mais bon. Voilà. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'effectivement, j'ai jamais été si haut, mais gravir des montagnes de difficulté, j'en ai fait, oui, effectivement. Donc, les dernières sont assez récentes, si j'ai bien compris. Pas tant que ça. Justement, puisqu'on va parler hockey sur glace, Marc, vous avez été président de l'association qui organisait le hockey sur glace à Montpellier. Vous avez ensuite été président de la SAOS des Vipers de Montpellier, c'est-à-dire le club, la partie professionnelle du hockey sur glace à Montpellier. Ça a duré 10 ans. Ça a duré 10 ans. Vous ne l'êtes plus, même si vous êtes toujours actionnaire. Tout à fait. Je reste actionnaire de la SAOS. De la SAOS. Mais je ne suis plus membre dirigeant depuis l'année dernière. Depuis l'année dernière. Et puis, cette année, le club est reparti avec une nouvelle équipe, avec un nouveau comité directeur, avec une nouvelle équipe dirigeante, on va dire. La SAOS est repartie avec une nouvelle équipe dirigeante composée de 3 personnes, la présidente de l'association, le vice-président de l'association, Franck Saunier, directeur de la patinoire Vegapolis, et un actionnaire qui était chez nous minoritaire, Maxime Verber. Donc ces 3 personnes se sont mis en charge d'administrer la SAOS et l'ont administrée. Alors, donc, à l'été, changement d'équipe dirigeante. Le club repart sur sa saison normale. Il a été validé par la CNSCG qui a examiné les comptes. La communauté d'agglomération a estimé que les objectifs étaient remplis. Elle a donc versé la seconde partie de la subvention. Et le démarrage de la saison, c'est fait. On va dire, pour que les gens comprennent bien, hein, parce que le hockey est un peu complexe, la première division, c'est la Ligue Magnus. Oui. Et la deuxième division en hockey sur glace s'appelle Division 1.
Hein. Et où est le problème? Donc, Montpellier joue depuis 10 ans. Il suffit de le savoir. En 2e division de hockey sur glace, avec, sous votre présidence, l'ambition pendant longtemps d'accéder à la Ligue Magnus, mais c'est pas donné à tous les clubs, c'est assez compliqué. Une présence sans interruption dans le haut du tableau du 2e niveau national. Ce qui se passe cette année, et c'est pour ça que vous m'avez appelé, en me disant on veut venir parler du hockey parce que ça nous pose un problème, c'est que cette saison, les résultats n'ont pas été là, et que le club des Vipers de Montpellier descend en 3e division pour la resituer dans le système. Oui, en tout cas, on descend d'une division. Qu'est-ce qui a fait que vous m'avez appelé pour me dire, Jean, il faut qu'on vienne parler parce qu'il y a un problème? Mais pourquoi vous... C'est tout simple. C'est une aventure sportive qui s'est mal finie cette année. Oui, c'est toujours de toute façon une aventure sportive et elle n'était pas obligée de se terminer comme ça. C'est-à-dire que l'année dernière, nous avons terminé une saison sans dette. Je le répète encore une fois, et ceux qui porteront une contradiction nous expliqueront comment ils confondent fonds propres, trésorerie, résultats d'exploitation. On a dit qu'on ne rentrerait pas dans cette partie-là. C'est pour liquider ça. Oui, mais ça en a fait partie, puisque ça a été un des prétextes. Bref, ces gens-là se sont proposés. La présidente nous a expliqué qu'elle voulait rester en division 1 pour le bien du hockey, à Montpellier, etc. Le vice-président, directeur de la patinoire, Franck Saunier, nous dit ancien international, expérience, etc. OK, pas de problème. Et Maxime Verber. Il nous a dit, j'amène 70 000 €. On s'est organisé, on leur a cédé des parts gratuitement pour qu'ils puissent rentrer en capacité de gérer. Et on s'est mis sur le côté, on a regardé ce qui se passait. Ce qui s'est passé, c'est une relégation sportive, c'est des dysfonctionnements, je ne parle pas de dette là, je parle de dysfonctionnements, à tel titre qu'on saisit une assemblée générale extraordinaire au 31 mars pour justement obtenir les pièces et voir. Et c'est à ce niveau-là que ça se réglera, les histoires de dette et pas de dette. Mais en tout cas, nous, ce qu'on constate, c'est qu'on a été appelé toute l'année par des fournisseurs, on a été appelé par des organismes qui nous ont demandé qu'est-ce qui se passait, parce qu'on était les contacts habituels. Bref, ce qui est important aujourd'hui, c'est que le club est relégué, c'est que 10 ans d'efforts ont été mis à bas, que le hockey est décrédibilisé, y compris au niveau financier et au niveau organisationnel. Je ne vous parle pas des joueurs en France qui vont se poser 2 fois la question de venir. Et pourquoi tout ça ? Parce que des gens manifestement incapables de gérer se sont dit qu'ils allaient le faire. Bref, nous étions, nous, sur une trajectoire extrêmement positive et on nous a pratiquement empêchés d'aller plus loin en mettant un obstacle majeur à la Convention qui permettait l'arrivée de... Alors, voilà. Là, Marc, je vais réexpliquer parce qu'il faut connaître le sport professionnel en France pour savoir comment ça fonctionne. Pour avoir le droit d'avoir un club professionnel en France, il faut qu'il y ait une structure délégataire qui soit obligatoirement une association sportive. Le Montpellier Hérault Sport Club professionnel est adossé à une association Montpellier Hérault de football qui autorise Louis Nicolin à faire une équipe pro. C'est la même chose dans le handball, c'est la même chose dans le basket, c'est la même chose dans tout le sport français dès lors qu'il est professionnel. Donc pour avoir le droit d'avoir une structure professionnelle, vous êtes obligé d'être en accord avec la structure associative. C'est un peu ce qu'on a vécu à un moment donné avec les problèmes qu'il y avait entre Moed Altrad et l'association au sein du rugby. C'est un peu ce qui s'est passé aussi pour vous, et puis au final, ça s'est terminé comme ça. Mais est-ce qu'on ne pourrait pas penser que, comme on me l'a expliqué, ils ont pensé qu'ils n'arriveraient pas à tenir de la même façon, sur la même base, et qu'ils allaient reconstruire quelque chose en repartant de la base. On est d'accord, mais c'est tout à fait louable. Mais le problème, c'est qu'on nous explique qu'on a un projet de remonter, etc., de rebâtir. Mais quand on a détruit, expliquez-moi quelle crédibilité on peut accorder à ceux qui ont détruit pour rebâtir. Je ne comprends pas bien. Oui, mais Marc, là et Pascal, parce que je suis désolé, je ne vous ai pas donné la parole, mais vous avez le même discours tous les deux, qu'on soit clair, hein, vous êtes sur la même ligne. Mais en gros, vous avez les boules.
Je comprends que vous soyez chagriné de voir le travail que vous avez mené pendant 10 ans se finir comme ça, mais si c'est pour mieux rebondir, si c'est pour aller plus loin, qu'est-ce qui vous fait penser que c'est pas possible? C'est pas possible parce qu'il n'y a pas de compétences. Il n'y a pas de compétences. Mais ça, c'est un problème structurel et interne au club. Oui, mais c'est compliqué d'avoir des compétences. Ça prend du temps d'avoir des compétences. Il n'y a pas de compétences, il n'y a pas d'argent, on l'a vu là. Il y a des velléités. Et les velléitaires, c'est bien, mais c'est bien un moment. Aujourd'hui, vous avez les collectivités qui ont mis beaucoup d'argent dans ce sport, des partenaires qui ont investi. Vous avez une patinoire Vegapolis pour qui le hockey de haut niveau est une plus-value. Et vous avez tout ce travail de 10 ans qui est mis à bas, et je ne crois pas du tout à un nouveau projet de ces gens-là. Pascal, la solution, elle est très simple. Il ne faudrait pas que vous vous mettiez autour d'une table, justement, avec votre comité directeur. J'ai 1,5 tonne de mails. Mais un camion, remorque, semi-remorque de mails, d'échanges. Non. Un chasse-neige. Un chasse-neige. Une surfaceuse de mails. Non. Quand les gens ne comprennent pas, quand les gens ne veulent pas, quand les gens... Vous pouvez pas discuter. La seule chose que je dis, c'est qu'aujourd'hui, il reste très peu d'espoir pour que Montpellier puisse continuer à haut niveau. Très, très peu. Ça va se décider dans les jours qui vont venir. Et qu'on ne peut pas laisser cette aventure-là se terminer comme ça, ou alors si on le laisse se terminer comme ça, il faudra en tirer toutes les conséquences pour qu'à l'avenir, s'il y a des projets, ils ne soient surtout pas portés avec le même esprit, ni avec les mêmes gens. C'est ce que je dis. C'est entendu. Je comprends votre problématique. On recevra bientôt les dirigeants du club de hockey. Oui. Mais ce qu'on espère surtout, c'est que vous trouviez une solution interne, parce que c'est eux qui réellement la problématique est interne. C'est l'association, vous l'avez clairement expliqué. Si vous arrivez à la trouver ensemble, ça pourrait être pas mal. C'est à eux à la trouver, la solution. Parce que vous l'avez bien expliqué, c'est à eux à proposer une convention à des gens qui soit viable. Point. Nous... on n'a aucune action là-dessus. C'est ce qu'on vous souhaite. Christophe, c'est quoi la suite? Parce qu'on est... La suite... retour au cabinet, et puis on prend le temps de... Ouais, dans le projet global, c'était l'Everest en 2015. Il y a l'Everest nous aussi, on a besoin de partenaires et de trouver des partenaires financiers. Encore une montagne à franchir. Et des entreprises, puisqu'on voudrait être la première équipe au monde à faire de la télémétrie en temps réel sur l'Everest, donc mesurer les constantes qu'on a pu mesurer, mais que tout un chacun, les internautes, puissent en direct. Donc en gros, vous cherchez des partenaires qui sont dans l'innovation, qui ont envie d'aller très haut avec vous mais aussi, sur l'Everest. Voilà, pour faire cette télémétrie. Les gens qui sont en difficulté mais demain, respiratoire. pour avoir des capteurs qui puissent servir à tout le monde, notamment aux patients. Exactement. Complètement. Écoutez, on se reverra quand ce sera nécessaire pour vous accompagner dans ce nouveau projet. Merci. Marc et Pascal, merci d'être venus. Tout ce que je peux vous dire, c'est que ça passera par le dialogue quand même, tout ça, et pas par autre chose. J'y crois pas un seul instant. Si je peux juste dire 2 mots, je n'y crois pas un seul instant, parce que Marc a parlé, et je suis tout à fait d'accord avec lui, il a parlé de l'aspect des méandres du club jusqu'à maintenant. J'aimerais juste dire un mot quand même sur la partie immergée de l'iceberg, c'est-à-dire les résultats sportifs. Il faut quand même m'expliquer comment, avec un budget à peu près équivalent, certes un tout petit peu diminué, mais pas beaucoup, il faudra quand même m'expliquer comment on passe de là, en une saison, de la 4e place à être relégué, sans qu'on parle de compétences. Il n'y a pas de compétences là autour. On a essayé de faire une politique des petits copains. Malheureusement, l'émission est terminée, mais on ne peut pas mélanger les compétences d'entraîneur dans un club et la problématique qui vous occupe. C'est beaucoup plus complexe et beaucoup plus large que ça. Donc on fera venir les dirigeants du hockey sur glace montpelliérain pour en discuter, mais je voulais vous donner la parole. C'est très gentil. Ce que je vous propose, c'est qu'on refasse le point dès que ce sera possible. Christophe, merci beaucoup. Jean, merci beaucoup. Soignez-vous bien. Vous avez pris froid. Et puis nous, Sébastien, on se retrouve la semaine prochaine, j'espère, sans dépasser le temps.